L'énergie, c'est tout simplement un des enjeux principaux du monde d'aujourd'hui, et en fait, ça l'a à peu près toujours été. Il y a plein de sources d'énergie possibles, notamment fossiles, nucléaires ou renouvelables, et vu que c'est un des sujets qui a les impacts géopolitiques parmi les plus importants du monde, bah forcément, aujourd'hui, il y a plein de fake news qui tournent. Allez, on va débunker tout ça. Depuis que le grand public sait que les énergies fossiles c'est une des causes principales du réchauffement climatique, il y a pas mal d'alternatives qui ont vu le jour. Et aujourd'hui, la question du remplacement se pose encore plus parce que les prix de l'énergie ont flambé et qu'on essaye en même temps de se passer du gaz et du pétrole russe, donc on se bouge un peu plus les miches. Parce que quand c'est que le climat qui gêne, bah bizarrement ça se bouge un peu moins vite que quand on parle de pouvoir d'achat. Bref, à l'heure actuelle et pour l'avenir, on pourra pas se passer des énergies renouvelables. Et vu que tout le monde y va de sa petite opinion d'expert sur le sujet, bah y a plein de trucs que je vois passer qui sont tout simplement pas vrais. L'éolien constitue un danger pour la biodiversité. Pas mal d'arguments traînent sur les réseaux sociaux sur le fait que les éoliennes ça tuerait tous les petits oiseaux et toutes les chauves-souris, voire même les vaches qui passent dessous. Alors pour les vaches c'est pas du tout vrai, et pour les oiseaux et les chauves-souris c'est pas vraiment vrai. Bon, y a des effets sur les volatiles, mais on va en parler un peu plus en détail. En fait, quand un parc éolien est construit, il doit suivre des réglementations hyper strictes. C'est celle des ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. En gros, pour suivre cette réglementation, ça veut dire que t'es obligé de faire une étude complète de l'impact que ton parc éolien va créer sur l'environnement, le paysage et la population locale. Ces impacts, ils doivent majoritairement être évités, réduits, et pour ceux qui restent, compensés. C'est-à-dire qu'on va recréer à proximité du parc les conditions favorables à la biodiversité locale. Et donc notamment dans ces études, il y a toujours un check qui est fait pour que les parcs ils sont installés en dehors des couloirs de migration ou des autres zones sensibles du style zone de nidification. Et il y a même un système de bridage des éoliennes qui se met en route quand il y a une grosse activité de chauve-souris sur le site. Et il y a même des systèmes d'effarouchement pour éviter les collisions avec les oiseaux. Bref, en gros, la mortalité des oiseaux due aux éoliennes, c'est quasiment marginal par rapport à plein d'autres causes. Et le plus gros facteur humain, c'est simplement les fenêtres. Aux États-Unis, les éoliennes elles tuent quasiment 230 000 oiseaux par an. Ça paraît beaucoup comme ça, mais les fenêtres et les baies vitrées, elles en tuent 600 millions. Bah, on peut presque se dire qu'il vaut mieux laisser ces fenêtres complètement crado pour qu'elles soient bien visibles. Et pour ce qui est du fait que les éoliennes elles causent des troubles sur certains élevages, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur ce sujet et aucune n'a vraiment pu montrer de lien. La mortalité a toujours été reliée à une autre cause. Donc bon, pas d'argument solide sur ce sujet. Les éoliennes sont trop bruyantes. Pour les gens qui ont des oreilles sensibles, et moi j'en fais partie, j'ai une hyperacousie, les éoliennes elles seraient un fléau à cause de leur bruit, qui serait niveau rave party ou décollage d'avion. Ouais, parce que si tu mets une éolienne, ça fait pas autant de bruit, mais si t'en mets 100, ça peut faire plein de bruit. Bah ouais, mais non, pas vrai non plus. Selon l'ADEME, à 500 mètres de distance, le bruit d'une éolienne, c'est en moyenne moins de 35 décibels. Donc en gros, moins d'une conversation à voix basse. Et 500 mètres, c'est la distance minimale qui doit séparer une éolienne d'une habitation. Et c'est pareil pour la biodiversité, parce que les émissions de bruit, elles sont réglementées. Et puis, c'est un peu comme ta machine à laver ou ton frigo, quoi. Les éoliennes qu'on fabrique aujourd'hui, elles sont vachement plus silencieuses que celles qu'on faisait il y a 30 ans. Donc en gros, à 500 mètres, ton éolienne faire moins de bruit que ton petit frère qui joue à la console dans le salon. Donc on peut pas dire que ce soit hyper nuisible. Les éoliennes et les panneaux solaires ne se recyclent pas. Alors cyclage des éoliennes, le gros truc. J'avais déjà fait une vidéo sur combien d'éoliennes il faudrait pour remplacer toutes les centrales nucléaires de France par de l'énergie renouvelable. Il y avait eu tout un débat dans les commentaires sur le fait que construire des éoliennes, c'est hyper énergivore et ça se recycle pas. Et pareil pour les panneaux solaires, ce serait des trucs avec une durée de vie finie et puis après... poubelle. Alors je t'arrête tout de suite, encore une fois selon l'ADEME, 90% des composants d'une éolienne sont recyclables. Et il y a pas mal de projets qui continuent de se monter dans ce sens, notamment le projet Zebra, qui vient de produire la première pale d'éolienne 100% recyclable et zéro déchet. Et pour ce qui est des panneaux solaires, la France est le premier pays d'Europe à avoir mis en service une unité de recyclage 100% dédiée aux panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est grâce à un truc qui s'appelle Soren, qui est un éco-organisme créé en 2014 par à peu près tous les acteurs du photovoltaïque de France. Et donc aujourd'hui, 95% d'un panneau solaire en silicium est recyclable. Et donc depuis la création de Soren, il y a 20 000 tonnes de panneaux photovoltaïques qui ont été traités en France. Et ça va accélérer parce qu'ils ont lancé 3 nouvelles unités de traitement en 2022. Et paf, les panneaux solaires comportent des terres rares. Il y a pas mal de remous à propos des téléphones et des batteries qui utilisent des métaux lourds et des métaux rares, et bien entendu aussi sur les panneaux solaires. C'est vrai que c'est un vrai problème pour pas mal d'appareils électriques, notamment les voitures et les téléphones, mais les panneaux photovoltaïques, ils contiennent pas de terres rares. Dans 95% des cas, ils sont fabriqués à base de silicium, et tout simplement extraits du sable ou de quartz. Et le rapport de l'ADEME, il indique que les technologies solaires photovoltaïques actuellement commercialisées n'utilisent pas de terres rares. Parmi les batteries couramment utilisées, seules les batteries nickel-hydrure métallique comprennent un alliage de terres rares à la cathode, mais leur utilisation restera très marginale dans la transition énergétique. Les panneaux solaires ne fonctionnent que quand il y a du soleil. Bah ça paraît évident, s'il y a pas de soleil, il y a pas d'énergie quoi. Pas d'électricité, que dalle. Bah ouais mais non, c'est pas vrai non plus. Les panneaux solaires ça marche grâce à la lumière et pas grâce à la chaleur ou au rayonnement direct. Sinon on pourrait les appeler panneaux lumineux mais ça marcherait pas pareil. En fait le soleil il permet juste d'augmenter le rendement, mais la production elle est permanente dès qu'il y a de la lumière. D'ailleurs les Anglais et les Allemands ils sont plus équipés que la France, alors que clairement ils ont pas la Côte d'Azur, et donc leur ensoleillement global il est moins grand que le nôtre. Après non, on a la Bretagne pour compenser.
pensez quoi. La méthanisation, c'est risqué. Ouais, parce que dans les énergies renouvelables, il n'y a pas que l'éolien et le solaire. On va donc parler aussi de méthanisation. Bon, il y a pas mal de trucs à dire sur l'hydrolien aussi, mais j'ai pas trouvé de fake news particulière, donc n'hésite pas à en mentionner en commentaire si t'en as. Bon, vu qu'une unité de méthanisation, ça produit du gaz, tu te dis que ça peut péter à tout moment. Bah ouais, mais en fait, c'est pas plus qu'une station essence, quoi. Tu vas faire le plein, tu te dis pas que t'es debout sur un réservoir qui peut te péter à la tronche absolument à tout moment. Et en plus, les unités de méthaniseurs, elles respectent aussi les réglementations ICPE. Pareil que les parcs éoliens. Les niveaux de danger et de risque potentiel d'incendie et d'explosion liés au biogaz, bah ils sont du même ordre, voire moins élevés que ceux liés au stockage du gaz naturel et du pétrole. Bah ouais, en fait, il y a quasiment pas de pression dans un méthaniseur. Et le peu d'accidents qu'il y a eu, et il concerne surtout les stations d'épuration urbaines et un peu les installations agricoles. La méthanisation, ça pue. Bon, c'est vrai que pour faire de la méthanisation, on laisse pourrir des trucs. Et vu qu'on fait du gaz à partir de trucs qui pourrissent, forcément, ça pue. Ouais, mais ça pue dedans, pas dehors. Les seules odeurs qui sont les acides gras et l'hydrogène sulfuré qui peuvent être émises en dehors, c'est pendant le transport ou le stockage. Donc pendant le déchargement ou le chargement des déchets organiques avant la méthanisation. Ouais, parce que la décomposition des déchets, elle se fait sans oxygène. Donc sans contact avec l'air ambiant, donc bah ça pue pas quoi. Donc pour pouvoir régler les problèmes d'odeur des grands sites de méthanisation régionaux ou de gros complexes agricoles, en fait c'est le transport qu'il faut surveiller. Faut utiliser des bennes qui sont étanches, faut laver les camions, faut travailler en flux tendu pour pas stocker les déchets trop longtemps, etc. Et en plus l'exploitant, il va mettre en place un dispositif de surveillance sur le site et dans le voisinage, comme par exemple ce qu'on appelle un jury de nez qui va mobiliser les riverains pour pouvoir réagir rapidement s'il y a une gêne de constater. T'imagines, c'est comme si t'étais jury dans un concours de vin, alors que là tu notes juste si ça pue quoi. Ça c'est la classe. Le renouvelable, ça sert à rien. Le renouvelable, c'est surtout fait pour décarboner l'énergie. Et en fait, le nucléaire, ça le fait déjà très bien. Surtout en France où ça représente quasiment 75% de la production totale d'électricité du pays, quand les réacteurs marchent normalement, parce que c'est pas trop le cas en ce moment. Alors que dans pas mal d'autres pays voisins, on tourne encore au charbon. Clin d'œil aux Allemands. Mais en France, on avait déclaré qu'on allait fermer toutes les centrales à charbon en mars 2022. Et j'avais notamment visité celle de Saint-Avold pour aller voir la vidéo qui allait fermer. Mais là, elle vient d'être réouverte. Tout simplement parce que le besoin énergétique créé par la guerre en Ukraine, il est pas compensable par les centrales nucléaires toutes seules, même à fond. Parce qu'en ce moment, on a quand même pas mal de réacteurs nucléaires qui sont éteints pour maintenance. Et en plus, on est en retard sur nos objectifs de développement du renouvelable. Et donc, si on avait eu plus de renouvelables dans le pays, on n'aurait pas eu à redémarrer le charbon. Et en plus de tout ça, le nucléaire, c'est hyper long à construire et ça coûte très très cher. Donc même si on voulait faire que du nucléaire, on manquerait d'énergie dans les 10 prochaines années. Et donc le truc, c'est que pour avoir un approvisionnement électrique qui soit sécurisé, faut ce qui s'appelle un mix énergétique. En gros, faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. En fait, une proportion trop forte d'un seul type d'énergie, ça dégrade la robustesse du système électrique au global. Ce qui suffit d'un petit problème dessus pour qu'on soit un petit peu dans la bouse. En fait, en diversifiant ton mix énergétique, notamment via les énergies renouvelables, tu contribues au renforcement des marges d'approvisionnement qui vont pouvoir pallier aux problèmes des autres filières. Donc s'il y en a un qui a un problème, hop, on compense avec l'autre. Bref, encore une fois, pas tous tes œufs dans le même panier, mais en restant décarboné. Allez, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des fake news que j'aurais raté sur les énergies renouvelables, ou si simplement il y a des questions que tu te poses pour qu'on puisse y répondre tous ensemble. Et n'hésite pas à aller voir mon autre vidéo sur les éoliennes ou la visite de la centrale à charbon, et like la vidéo et surtout abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes en activant les notifications. Et moi je te dis à plus.